Cet été ont lieu les JO 2024 à Paris. Il est donc normal de parler de sport pour l'occasion. Mais en 2024, le sport, ce ne sont plus que des athlètes qui sont hyper musclés ou hyper rapides. Le sport, c'est aussi énormément de technologie. Si l'œil du coach a acquis beaucoup d'expérience, le computer vision est un domaine qui a aussi énormément progressé. Mais alors, comment l'IA voit le mouvement et son articulation ? Comment l'appliquer au sport et à la rééducation? Et surtout, l'IA va-t-elle offrir une toute nouvelle façon de courir pour les prochains JO? Pour répondre à ces questions mouvantes, je ne reçois pas Quicksilver, mais il s'y connaît en rapidité. Paul, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Paul, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr, alors je m'appelle Paul Charton, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Shiro IT. Et en fait, on fait des systèmes d'analyse de mouvement par caméra pour tout ce qui est préparation physique des sportifs de haut niveau et aussi pour la rééducation. Ok. Voilà. Pourquoi, alors du coup, la première question que j'aurais, c'est pourquoi est-ce que ces deux domaines peuvent bénéficier de la même technologie? Parce qu'on aurait envie de dire que Bien sûr. le sportif qui va... alors si on prend juste le coureur qui veut réussir à battre Usain Bolt au 100 mètres et la personne qui veut juste apprendre à remarcher, Ouais. ils n'ont pas les mêmes objectifs en fait. Totalement. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit dans, on va dire, quelqu'un qui fait du sprint, quelqu'un qui va faire d'haltérophilie ou quelqu'un qui fait de la rééducation, une personne qui n'est pas nécessairement sportive, on va retrouver des mouvements communs. Et il peut y avoir parfois autant de différences dans la pratique et l'exécution d'un mouvement entre deux disciplines qui peuvent être très opposées. Et des fois, on peut avoir plus de similitudes sur la manière d'approcher le mouvement chez un kiné et chez un préparateur de sport de haut niveau. On a des mouvements en fait de base qu'on va retrouver, que ce soit dans la rééducation ou la préparation des sportifs de haut niveau. Je pense à des mouvements comme le squat qui sont très répandus et qui permettent de faire à la fois de la préparation pour le sport de haut niveau. Moi, j'en ai fait un peu dans mon cas et également la rééducation. Et moi aussi, je fais ça dans mon cas pour la rééducation parce que je m'étais blessé au genou. Donc dans les deux cas, j'ai fait du squat. Et dans les deux cas, c'était hyper important de bien faire les mouvements pour pouvoir avoir le meilleur entraînement ou rééducation possible et être au meilleur niveau possible. Voilà. Parce que du coup, dans la rééducation, il y a peut-être un objectif de faire travailler les bons muscles, peut-être, Oui. j'imagine. Et dans le sport, c'est peut-être plus un meilleur positionnement pour optimiser des choses, non? Dans les deux cas, c'est hyper important de bien faire les mouvements parce que sinon, effectivement, on ne va pas travailler les bons muscles. Si je vous donne un exemple sur je vais garder l'exemple du squat, hein, c'est assez simple, assez connu. Si vous descendez en amplitude pas beaucoup, vous n'allez pas travailler la chaîne musculaire complète. Et ça va être valable pour quelqu'un qui va se préparer par exemple pour du rugby ou quelqu'un effectivement qui a pu avoir une blessure aux jambes et qui a besoin aussi de se renforcer. Donc ça va être très important de bien faire le mouvement pour pouvoir recruter au maximum les muscles et aussi dans les bonnes conditions. Après, ce qui va varier, c'est principalement l'intensité, les paramètres comme l'explosivité. Là où un rugbyman, en fait, lui va soulever une charge assez importante et il va essayer de la soulever le plus vite possible. Quand on rentre en rééducation, on va déjà essayer de faire le mouvement dans son amplitude complète, qui va être idéalement la même. Après, ça peut varier en fonction de la blessure aussi, parce qu'il faut revenir progressivement à certains paramètres comme l'amplitude. Mais on va retrouver effectivement des choses similaires et des variations qu'après, nous, on peut ajuster en modifiant les paramètres de l'outil, tout simplement. Okay. Alors peut-être qu'avant de creuser un peu ces différents domaines d'application, peut-être qu'on peut creuser un peu le fonctionnement. Donc tu nous as dit que c'est à partir de vidéos. Ouais. Tu as besoin d'une captation particulière ou au final ça peut se filmer avec un iPhone bête et méchant? Ça peut se filmer avec tout type de caméra et ça c'est grâce au progrès qu'on a eu avec les modèles de pose estimation depuis quelques années maintenant. Les modèles de pose estimation, en fait c'est la technologie, c'est la discipline on va dire en computer vision qui est vraiment spécialisée sur l'analyse du mouvement. Okay.
Donc, l'état de l'art vraiment classique, c'est des salles de motion capture. On va avoir plusieurs caméras au plafond. On en retrouve encore aujourd'hui beaucoup dans les hôpitaux, les plateaux de rééducation et des laboratoires de haut niveau. Okay. Et donc, on a plusieurs caméras qui coûtent assez cher, plus des points qu'on va venir placer sur les personnes. Donc ça permet déjà d'estimer le mouvement. Évidemment, c'est un peu contraignant dans le cadre d'un entraînement au quotidien. Et ce qui s'est révélé, moi, quand j'ai fait mes études, c'était à Évry, à l'Institut Mines Télécom, en lien avec Télécom Sud Paris, c'est qu'il y avait des technologies qui émergeaient. Ouais. On pouvait, juste avec de l'image, reconstituer les articulations, faire un modèle de squelette et arriver à déterminer des informations sur le mouvement. Alors, entre le laboratoire de motion capture et les technologies pour passer simplement par de l'image, il y a des technologies un peu plus, on va dire, qui vont être entre les deux. Il y a la Kinect, qui est beaucoup utilisée, l'ancienne technologie qu'on utilisait sur les consoles de jeu, parce que ça permet aussi, avec des technologies notamment infrarouges, d'avoir des informations de profondeur sur le mouvement. Mais c'est vrai que là, uniquement avec l'image, on peut avoir énormément de choses, et plus le temps avance, plus les bases de données sont entraînées, plus on arrive à avoir des choses précises et profondes qui remplacent petit à petit en fait ce qu'on arrive à avoir avec des outils plus classiques. Parce que justement, comme tu parles de précision, alors j'imagine que sur de la... Alors, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que sur de la rééducation, effectivement, l'analyse depuis une vidéo peut suffire à voir que la personne peut-être n'est pas assez descendue sur son squat et autres. Mais je me dis que sur du sportif de très haut niveau, on est vraiment sur du micro-positionnement. Ouais. Et tu vois, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, avec un motion capture, comme on le voit dans les films et des trucs hyper taffés, tu as une précision du mouvement qui est plus granulaire, qui est plus fine pour un sportif que sur la captation vidéo. Mais il y a quand même une réussite à avoir le même niveau de précision. Et oui, totalement. C'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, justement, j'étais en rendez-vous au CHU de Besançon avec lequel on est en partenariat. J'étais avec eux la semaine dernière et ils présentaient en fait les outils qu'ils utilisaient pour faire les diagnostics patients. Donc là aussi, il y a des similitudes. Donc effectivement, il y a des outils qui sont très très précis, mais souvent qui sont lourds à mettre en place, à installer et qui ne sont pas utilisés très souvent. À l'inverse, ils se tournent de plus en plus vers des outils qui sont plus légers à installer, qui ne vont pas avoir forcément la même précision, mais qui vont être utilisés plus souvent et aussi dans des cadres beaucoup plus proches de la vie au quotidien de la personne. Et donc, on va avoir des données qui vont être hyper intéressantes et beaucoup plus pertinentes qu'un bilan une fois tous les 2 ans dans une salle de motion capture. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver en fait de mettre l'aiguille au bon endroit entre un niveau de précision très élevé mais qui va être contraignant et du coup qui va être peu utilisé, et un outil à l'inverse qui sera hyper facile mais qui n'aura pas assez de précision. Donc il faut mettre l'aiguille au bon endroit. Ouais. Et du coup, nous on a passé quand même beaucoup de temps sur le terrain pour pouvoir trouver le bon ajustement. Mais ce qui nous a frappé dès le début, et justement moi aussi j'avais un peu cette idée là que oui, en fait les sportifs de haut niveau c'est pas des outils qui vont être adaptés pour eux. Quand on est allé dès le début, on a fait des partenariats en fait, notamment avec la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme. On a été reçus à l'INSEP quand j'étais encore étudiant en 2018 pour faire des premiers tests avec des sportifs. Et il s'est avéré qu'il y a plein d'outils qui coûtent quand même assez cher, qui restent au placard, parce que même s'ils sont précis à 10 chiffres après la virgule, c'est une galère à installer. Donc en fait, les entraîneurs, ils sont avec des méthodes à l'ancienne, tableau Excel. Enfin voilà, c'est... Ouais. Donc il y a vraiment un travail entre la précision et le potentiel d'utilisation sur le terrain. Et quand on se trouve au bon endroit, on arrive vraiment à avoir quelque chose de génial en fait. Ouais. Oui, en fait, c'est un peu le paradigme de l'IA, en fait, c'est qu'il faut aussi beaucoup de données pour pouvoir l'entraîner. Et en fait, ça te permet d'avoir peut-être une donnée qui est moins précise, mais on a beaucoup plus. Oui. Donc tu as au final un résultat qui est plus qualitatif que... Totalement. Qui effectivement, comme tu le dis, d'avoir juste un set de données qui vient tous les 3 mois. Quoi. Exactement. En fait, c'est intéressant de pouvoir suivre les sportifs de manière régulière parce que le corps évolue beaucoup. Il y a évidemment les contraintes de l'entraînement, il y a l'évolution physique, il y a aussi les blessures malheureusement. Et donc d'avoir un outil qui soit accessible, qui permette de faire des bilans rapidement, c'est quand même idéal. Ça permet d'avoir un monitoring régulier et qui soit individualisé aussi. Du coup, tu vois, tu nous as parlé d'haltérophilie, tu nous as parlé d'athlétisme. Alors déjà en athlétisme, il y a beaucoup de sports. Oui, totalement. Tu nous as parlé de cet exemple du squat. Ouais. Alors, tu nous as expliqué aussi qu'on était sur comment tu dis ça, de la préparation physique. Oui, préparation physique. Donc, est-ce qu'on est sur l'analyse de la foulée du coureur, par exemple, ou du lancer de javelot tu vois, est-ce que tu es sur ce genre de travaux-là, ou tu es au contraire sur
toute la partie de travail de force et d'endurance. Alors, en fait, on a fait ce dont on s'est rendu compte en travaillant avec ce type de technologie, c'est qu'on pouvait mesurer énormément de choses. Le cas le plus extrême, je dirais, enfin qui est le plus éloigné de ce qu'on avait décidé de faire à la base, c'est on a été contacté par une grande marque de luxe française pour analyser la posture des gens qui travaillent sur les sacs à main, voilà, pour surveiller leur posture. Donc ça peut être très large. On a fait aussi un cas d'usage, on a été invité en Lituanie par des équipes leaders du championnat d'Euroleague de basket pour faire une analyse précise du shoot technique au basket pour réussir à avoir en fait des paramètres là-dessus. Mais assez rapidement, on s'est recentré sur vraiment des mouvements de base, de préparation physique, effectivement, qui sont plus liés au renforcement musculaire, on pourrait dire vulgairement musculation, parce qu'après, bon, ça peut aller sur des choses un peu plus variées. Mais effectivement, on a décidé de se centrer sur ces mouvements parce qu'on les retrouve dans la plupart des disciplines sportives et également en rééducation. Alors bien sûr, après, il y a des variations et des spécificités. De force. Et oui, même d'exercices. Il y a des exercices qu'on va retrouver uniquement dans certains types de sports. Je pense aux sports collectifs comme le football et le basket, on ne va pas retrouver le même type d'exercice que sur l'haltérophilie. Mais effectivement, on peut... excuse-moi, j'ai perdu le fil de la question. Non, c'est qu'en fait, c'était sur comment tu fais pour... Déjà, c'était est-ce que vous êtes sur l'affinage du mouvement technique du sportif ou sur de la préparation physique? Effectivement, donc on s'est concentré là-dessus parce qu'on retrouvait ça dans les différents sports. Et après, l'analyse, on peut même dire pour un boxeur, pour quelqu'un qui fait de l'escrime, du javelot, c'est des gestes techniques qui de toute façon sont une grosse partie de son travail avec son entraîneur. Ça, on réservera peut-être ça pour une phase après, mais il y a tellement déjà à faire sur la partie préparation physique parce que la réalité, et là aussi, moi j'ai été surpris même dans les clubs de foot de très haut niveau, il y a 1 ou 2 entraîneurs, je parle vraiment sur la phase préparation physique, il y a une salle de muscu en gros, il y a 20 sportifs qui s'entraînent en même temps, l'entraîneur il passe, il fait ce qu'il peut pour suivre les mouvements. Mais déjà, une marge de progression hyper importante quand on a un outil pour traquer comme ça les mouvements, athlète par athlète. Donc, on a décidé de se concentrer là-dessus pour l'instant, effectivement. Et est-ce qu'au final, cette préparation physique... Alors, toi, je pose une question en termes en grand novice. Est-ce que ce temps consacré à la préparation physique, est-ce que c'est plus important ou moins important que le temps passé à la répétition du geste? Alors ça c'est... T'as peut-être plus d'expérience que moi là-dessus. Moi après, je suis ni préparateur physique ni kiné. J'ai fait mon expérience en sport, j'ai fait un peu de haut niveau. Après je me suis aussi blessé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Et on pourra en débattre longtemps sur le poids de la préparation physique versus le poids technique. Moi l'image que j'ai souvent c'est qu'on voit dans les sports de combat notamment, il y a des personnes qui peuvent être très très affûtées, qui ont passé beaucoup de temps à la salle de sport, mais qui ont moins passé de temps à travailler leur physique. Et à côté, on va avoir des personnes qui ont des physiques moins, on va dire, préparées. Je pense aux frères Diaz en MMA, et en fait, qui sont hyper fluides en technique. Donc après, c'est un équilibre à avoir, personnel, avec son entraîneur aussi, pour trouver en fait quelles sont les cartes qu'on va vouloir mettre en avant. Moi, je trouve en tout cas que la préparation physique, dans mon expérience, ça apporte beaucoup. En fait, moi, je m'étais un peu buté en fait à la muscu quand je commençais les sports de combat, et ça m'a beaucoup aidé sur tout ce qui était explosivité. Ça fait une vraie différence en compétition quand on a une réaction rapide des muscles et une certaine puissance. Après, si on frappe très fort mais qu'on frappe à côté et qu'on n'a pas le bon timing, voilà. Donc c'est vraiment un équilibre des deux choses. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui devient de plus en plus important dans le sport professionnel. Il y a aussi quelque chose de culturel, c'est-à-dire qu'il y a certains pays comme l'Angleterre ou les États-Unis où c'est vraiment quelque chose qui est prenant depuis des années, qui est pris très très au sérieux. En France, dans certains sports, les habitudes commencent un petit peu à beaucoup évoluer là-dessus, mais ça peut parfois prendre un peu plus de temps. Mais quand on regarde, par exemple, j'ai vu un exemple aussi assez simple, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions récemment, les joueurs du Real Madrid. Moi je trouve que quand ils récupéraient la coupe à la fin, j'étais impressionné par leur physique en fait. Et ça c'est quelque chose qui a été mis en avant par des clubs, je crois comme le Bayern surtout depuis quelques années, et qui est effectivement de plus en plus pris au sérieux dans la préparation. Est-ce que ce focus aussi sur la préparation, c'est un moyen d'adresser plus de sports d'un coup? Tu nous as parlé de cet exemple du tir au basket. J'imagine que tu as besoin de réentraîner ton modèle
quasiment pour chaque mouvement nécessaire ou... Alors, c'est assez marrant parce que, bon, alors ça, c'est un peu notre spécificité. Ça ressemble un peu à l'artisanat, en fait, notre manière de développer l'outil techniquement. Effectivement, quand on découvre un mouvement, on passe beaucoup de temps, en fait, à... Déjà, nous, à la base, on a un showroom, en fait, avec des appareils de muscu et le boîtier caméra. On part, en fait, de notre hypothèse de ce qu'est le mouvement. On code en fait des paramètres pour suivre la qualité du mouvement, la performance, l'amplitude, l'explosivité, les asymétries. Et ça nous fait déjà une première version. On se rend compte déjà, en fonction entre la théorie et la pratique réelle du mouvement, ce qui est acceptable ou pas. Ouais. Parce qu'on peut avoir en fait le boîtier caméra qui devient infernal, qui ne nous laisse passer aucun mouvement. Donc il faut aussi avoir un peu le processus d'essai-erreur pour pouvoir trouver les bons seuils qui soient acceptables et qui discriminent pas trop non plus la pratique réelle. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain le faire tester en fait pendant plusieurs semaines avec des sportifs de haut niveau, des préparateurs physiques, ou alors ça peut être aussi avec des kinés, et ceux qui nous disent, voilà, sur ce mouvement-là, moi j'ai plutôt envie d'observer tel ou tel paramètre, et dans la manière dont je veux voir le mouvement, je vais être plutôt sur tel ou tel seuil. Alors on a une base commune sur l'exercice, on va dire, qui va être plus ou moins invariable sur ce qu'est un mouvement. Par exemple, sur le squat, on a les 2 pieds au sol, on essaie de garder le dos droit et des choses comme ça. Après, l'amplitude de mouvement, les temps par phase aussi, quand on descend, quand on remonte, ça, on a pris aussi la décision très tôt, en fait, de laisser la main sur ces paramètres au professionnel pour que lui puisse ajuster en fonction de ses objectifs spécifiques. Parce que ce qui est aussi une des découvertes que j'ai faites en rentrant dans ce domaine, entre 2 disciplines sportives, on va pas avoir la même manière de faire un mouvement. Dans la même discipline sportive, entre 2 pays, je pense par exemple aux États-Unis ou à la Russie, on va pas avoir non plus la même manière de faire un mouvement. Et des fois, dans le même club, 2 entraîneurs vont pas être d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a laissé les paramètres comme ça à la main en fait des professionnels. Et après, effectivement, on peut avoir des familles de mouvements, donc squat, soulevé de terre, sur lesquels on va avoir des similitudes. Donc ça va être plus simple pour nous de reproduire le code. Mais après, quand on passe sur des mouvements complètement différents, bah oui, on passe plusieurs jours en fait pour recréer en fait, un modèle mouvement spécifique. Voilà, c'est pour ça que c'est assez artisanal. Et le côté IA est pas tellement là-dessus, même si ça peut aider. C'est plutôt la partie IA pour la captation en fait des articulations. Mais vraiment bien définir un mouvement, c'est quand même assez complexe. Alors à terme, ce sera sûrement possible avec plus d'entraînement, mais de juste faire rentrer en fait une base en fait à l'IA et de lui demander à la sortie d'avoir quelque chose qui est nickel pour le sportif, c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, si on reste sur cet exemple du squat ou du soulevé de terre, c'est que l'entraîneur va pouvoir, a posteriori ou pendant la phase d'entraînement, pendant l'action, voir le nombre de répétitions qui ont été exécutées de manière correcte et du coup réajuster ou de donner des conseils. Bah, totalement, en fait, c'est ça qui est hyper riche, c'est qu'on a un feedback déjà en direct sur le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a le boîtier caméra, il y a un écran en face. Bon, après, moi je trouve que l'écran, on le met pour l'instant parce que c'est pratique, mais ça peut être discutable parce que ça peut aussi perturber le sportif dans son activité. Il faut qu'il puisse se concentrer déjà sur les sensations de son corps. Mais effectivement, il y a déjà un feedback en direct, donc on peut suivre 1 ou 2 paramètres qu'on va avoir en clé dans nos objectifs. Sur le squat, on peut se dire ok, moi j'ai envie de faire attention à être bien droit, donc on va surveiller déjà ce paramètre en priorité. Ce qui est aussi génial, c'est qu'en fait, on ne fait pas du squat pendant 1 heure sans s'arrêter. Il y a des temps de pause, et pendant ces temps de pause, on fait ressortir, tiens, là tu penches un peu de ce côté-là. Là, soit le sportif le sait déjà, soit l'entraîneur, parce que lui il fait son petit tour avec ses différents sportifs, il intervient et dit ok, tu penches un peu côté gauche, gaine un peu plus par exemple les abdos de ce côté-là en remontant, ou force plus sur cette jambe-là. Et immédiatement, il peut par exemple passer d'un score de 4 points d'asymétrie à 2 points sur la série d'après. Donc il y a un lien très fort entre ce qu'on arrive à chiffrer, les indications du coach et la correction immédiate en fait du mouvement. Et après, effectivement, à la fin de l'entraînement, il y a un rapport beaucoup plus détaillé avec différents graphes et un mannequin aussi qui permet de voir les décalages articulaires. Et ça permet aux professionnels d'individualiser, effectivement, de changer un peu les objectifs, de détecter certains paramètres, voir s'il y a de la fatigue par rapport aux séances précédentes, et aussi de comparer en fait ces différents sportifs. Donc ça peut être utile dans le cadre de la préparation physique, effectivement dans la rééducation aussi, mais d'une autre manière. Et un point qui est hyper intéressant aussi, c'est la partie réathlétisation. C'est en fait, la réathlétisation, c'est un moment après la rééducation. Donc le sportif, on va dire, voilà, il fait son entraînement, tout se passe bien. Un jour, il se blesse, il doit faire de la rééducation.
Après, il doit revenir sur le terrain, mais il n'est pas complètement prêt à retourner faire des matchs. Et là, il y a la partie réathlétisation, où en fait, il doit être très surveillé pour pouvoir voir si tout se passe bien, s'il a bien récupéré. Et là, c'est hyper intéressant parce que le sportif, en fait, il doit faire très attention, à la fois pour revenir en bonne condition, mais aussi pour éviter de se reblesser sur la blessure qu'il vient de faire. Donc voilà, il y a différentes phases, différentes étapes sur lesquelles on peut moduler les objectifs. Et du coup, je vois bien l'application envisagée sur les artisans dans des ateliers de fabrication de sacs et autres, parce qu'effectivement, s'ils sont trop voûtés ou autre, c'est un moyen de leur... C'est un autre sujet. Alors pour l'instant, on n'a pas plus creusé que ça. En fait, au début, quand j'ai démarré le projet, c'est vrai que j'étais un peu intéressé de voir tout ce qu'on pouvait faire. Mais après, voilà, on est dans une logique d'entreprise, on ne peut pas tout faire, il y a des moyens qui sont limités à adresser au bon endroit au bon moment. Donc on a resserré en fait petit à petit sur ce avec quoi on a commencé, c'est le sport de haut niveau. La stratégie après, c'est d'aller sur le domaine de la santé, puis après de proposer l'outil au grand public, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de tests. Et dans notre showroom, on a accueilli aussi beaucoup de bêta-testeurs qui étaient juste des personnes qui venaient s'entraîner pendant le Covid. D'ailleurs, c'était assez pratique pendant le moment où les salles de sport étaient fermées, ils pouvaient venir un peu s'entraîner avec nous. Mais oui, voilà. Donc ça veut dire que tu pourrais même envisager une étape où tu es intégré directement dans une machine de musculation qui filme automatiquement les personnes qui sont dedans et qui donne des conseils de position ou ce genre de choses. Totalement, donc on est rentré en discussion, on a fait beaucoup de salons en fait, on a rencontré des fabricants de matériel de musculation et c'est vrai que même pour nous stratégiquement c'est intéressant de travailler avec eux parce qu'ils ont déjà tous les canaux de distribution dans les salles de fitness et venir s'intégrer en fait avec notre outil sur des machines, je dirais les machines les plus, pas forcément les plus simples, mais on va plutôt privilégier les machines à charge libre. Donc ça, c'est toutes les machines où tu n'es pas contraint par des appareils guidés. Et effectivement, on peut venir s'intégrer directement dedans. En fait, c'est l'environnement idéal d'installation de notre système. C'est un rack de musculation. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu des espèces de cages avec 4 barreaux. Où on peut faire du squat, des tractions, du développé couché, tout un tas de choses. Et effectivement, on peut venir s'intégrer directement là-dessus. C'est presque surprenant. Du coup, tu nous dis que ton système est plus efficace sur des charges libres, donc du coup avec un mouvement qui a une disparité, une amplitude, comment dire, tu vois, il y a un risque de variation qui est plus élevé que au contraire une machine où c'est hyper guidé. Alors c'est pas qu'il va être plus efficace, c'est que ça va être plus pertinent parce que sur les machines guidées, en fait, ton mouvement il est contraint. Donc, forcément. Donc, il y a moins de chances que tu fasses quelque chose de mal. Voilà, en fait, si par exemple tu fais. Alors, il y a une machine très connue qui s'appelle la Smith Machine, où en fait, tu pousses une barre qui est reliée sur 2 rails. Donc, c'est super, ça te permet de mettre beaucoup de poids, mais c'est hyper intéressant pour la rééducation. Mais un des paradoxes, c'est que ça te fait pas travailler toute la partie stabilisation du mouvement. Donc, tu peux soulever très lourd. Mais si tu passes tout de suite après, moi j'ai déjà eu le cas parce que je m'entraînais avec des amis où ils soulevaient assez lourd sur ces machines-là. Après, tu leur fais passer sur des machines à charge libre et les poids ils tombent parce qu'en fait, dès que tu as la charge libre, tu dois travailler sur la symétrie de ton mouvement, avoir le bon geste. Sur les machines où tu es contraint, tu as effectivement beaucoup moins de paramètres de variation. Ok, j'entends. Mais ça peut être utile aussi. Je trouve que c'est moins pertinent, mais ça peut être utile aussi à voir dans l'avenir. J'ai une question qui m'a complètement échappé. Ah, désolé. Attends, c'était sur quoi je crois que c'était sur l'entraînement aussi. Attends, on en a parlé. Donc oui, tu es obligé de te réentraîner à chaque fois que tu fais un... Ah non, j'ai retrouvé ma question. C'était sur comment est-ce que tu gères parce que si on reprend ce squat, effectivement, il y a une bonne façon de faire le squat. Alors, il y a des bonnes façons. Voilà, il y a des bonnes façons de faire le squat, mais aussi il y a une infinité de morphologies possibles. En fait. Totalement. Ça, c'est un vrai sujet. Comment tu gères en fait le fait que certaines personnes ont peut-être une capacité ou non d'adresser un mouvement dans son idéal? Oui, alors effectivement, c'est une super question en fait. Et bon, l'idée du mouvement parfait, c'est pareil. Moi déjà au début, j'y croyais pas trop, mais en se confrontant à la réalité du terrain, on a abandonné cette idée très tôt. Parce qu'en fait, effectivement, déjà comme je l'expliquais tout à l'heure, en fonction des disciplines des entraîneurs, ils vont pas avoir les mêmes manières d'aborder le mouvement, mais effectivement, il y a la partie morphologique aussi. Quelqu'un qui fait 2 mètres, qui est très fin, ou quelqu'un qui est plus petit et trapu, vont pas avoir les mêmes leviers. Donc ça, on peut le trouver dans des... Il y a des auteurs assez connus, notamment Frédéric Delavier, qui travaille pas mal qui travaille depuis des années sur tout ce qui est biomécanique, qui explique très bien ça.
on va avoir des différences morphologiques qui peuvent créer des limitations ou favoriser certaines performances sur certains mouvements. Donc là-dessus, nous, ce qu'on fait, c'est assez simple. Quand tu arrives devant la caméra, tu te mets droit devant, tu as une calibration. En fait, chaque distance entre tes articulations va être mesurée, et comme ça va permettre d'avoir des mesures qui sont adaptées à ta morphologie. Mais encore une fois, on ne va pas venir exiger de toi des paramètres sur un mouvement qui ne vont pas correspondre ni à ta morphologie ni à tes objectifs. On a nos paramètres que je dirais invariables, et encore, on voit énormément de choses. Il y a beaucoup de discussions, par exemple sur le soulevé de terre. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme mouvement où tu soulèves une barre. Il y a beaucoup de discussions depuis quelques années sur OK, il faut avoir le dos droit ou le dos rond. Bon, donc je dis les paramètres invariables peuvent peut-être quand même varier dans le futur. Mais on a quand même ces paramètres de base qu'on va venir te, entre guillemets, imposer pour valider le mouvement. C'est-à-dire que si tu les respectes pas, on va pas compter la répétition. Mais après, toutes les variations qui vont être liées soit à tes objectifs, soit à ta morphologie, bah c'est à toi en fait en fonction de ton programme. Alors là aujourd'hui c'est plutôt les entraîneurs qui prennent ça en main, mais pour le grand public on peut proposer en fait différents seuils qui vont être adaptés pour que tout le monde puisse progresser à sa manière. Et l'important surtout, c'est par rapport en fait à là où tu as commencé, par rapport à ta morphologie, c'est de voir l'évolution, la progression, et paramètre par paramètre de réussir à gagner en progression. Quand je parle des différents paramètres, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé la musculation, et encore aujourd'hui, je fais certainement beaucoup d'erreurs, on va se concentrer sur des choses comme, OK, je vais rajouter du poids, je vais faire plus de répétitions, je vais aller plus vite, et encore, la vitesse, c'est pas facile à forcément mesurer. Mais avec les paramètres qu'on offre en mesure avec notre système, on va pouvoir travailler sur, OK, est-ce que j'ai réussi à gagner en amplitude sur un mouvement comme le squat, par exemple? Est-ce que j'ai réussi à gagner, en symétrie Donc, pouvoir suivre ces différents paramètres, ça va être intéressant pour une personne, peu importe sa morphologie. Voilà. Okay. Donc, tu nous as aussi expliqué qu'il y avait un calibrage très artisanal de ces différents mouvements. Alors, c'est pas tellement le... Oui, on pourrait dire calibrage, c'est l'ajustement des seuils pour qualifier les répétitions, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, les critères que vous mesurez, donc il y a la position globale. Ouais. Donc, effectivement, est-ce que le dos reste droit, par exemple? Oui, totalement. Ouais. Il y a l'amplitude, l'explosivité. Ouais, il y a l'asymétrie, donc effectivement globale, mais aussi par articulation. Donc on va venir regarder. Je prends toujours l'exemple du squat, il y a des patterns assez communs. Quand on galère un petit peu, au bout d'un certain moment, alors ça peut être à cause de la charge, l'intensité, la fatigue, il y a beaucoup de personnes, tu vas avoir un genou qui part à droite, la hanche qui part de l'autre côté. Donc ça, en suivant articulation par articulation, on peut le qualifier. Et ça, en plus, c'est hyper important parce que ça peut être des marqueurs qui peuvent indiquer des fragilités, des instabilités qui peuvent potentiellement mener à terme à des blessures. On a déjà eu des cas comme ça et c'est hyper intéressant de pouvoir suivre ça articulation par articulation. Et autre chose qui est hyper intéressant avec notre système, c'est le suivi des temps en fait, par phase. Donc ça va permettre de suivre des objectifs très spécifiques en fonction des différents sports. Parce que sur un mouvement, en fait, tu as plusieurs phases. Ouais. Voilà. Oui, et puis la notion de symétrie et de suivi articulation par articulation, j'imagine que c'est aussi hyper critique pour la rééducation. Bah oui, totalement. Oui, effectivement. Bah en fait, alors nous on a eu deux types de cas qui ont été vraiment marqueurs et qui nous ont énormément encouragés au moment de démarrer la société. On a une jeune fille avec laquelle on avait fait un protocole d'analyse au Krebs, c'était en 2019. Donc il y avait son entraîneur, son préparateur qui était là. Et donc elle était sur un rack de squat et elle avait 3 charges à soulever avec des temps de pause. Donc je crois que c'était 50, 60, 70 kilos. Et sur ce protocole, nous, quand on observait, on n'a rien relevé de particulier, ni l'entraîneur, parce que comme je disais, surveiller plusieurs sportifs en même temps, c'est pas forcément facile. Quand on est rentré après dans nos locaux, on a constaté qu'il y avait quand même une asymétrie qui était, je sais plus, c'était 20 ou 30% plus importante que les autres sportifs qu'on avait mesurés jusque-là. Bon, nous, on s'est dit, c'est le début de notre captation de données. Peut-être juste le truc qui bug, enfin voilà. Et 3 semaines après, le préparateur nous envoie un message, l'oral s'est fait les ligaments croisés sur un genou, et c'était le genou en question qui bipait en fait sur le système, où effectivement il y avait exactement cette histoire-là de décalage d'un genou d'un côté et la hanche de l'autre. Et nous, à ce moment-là, on revisualise les vidéos et on voit, oui, en fait, il y a bien un décalage. Alors, il y a les marqueurs qui le montrent déjà, mais après,
mets plus d'attention en fait sur là où les marqueurs t'envoient, et tu vois ça effectivement sur les paramètres aussi. Alors moi j'ai une chance aussi, c'est que j'ai mon papa qui est médecin du sport. Donc c'est un peu aussi pour ça que je suis dans toutes ces dans ce projet-là. Depuis que je suis petit, je baigne un peu là-dedans, mais je l'ai appelé en fait, et il m'a dit ok, ça peut venir de 3 paramètres différents. Ça peut être soit elle a peut-être une scoliose qui peut créer un déséquilibre, une jambe plus longue que l'autre, ou simplement une instabilité à ce genou. Et effectivement, ça peut amener plus tard à une blessure. Donc voilà, malheureusement, Laura, elle s'est blessée, et il y a des paramètres que nous, on aimerait faire remonter le plus tôt possible pour éviter ces blessures. Et l'autre type de cas qu'on a eu, qui nous a conforté en fait sur la confiance qu'on avait dans notre routine, notre démarche, c'est qu'on allait après en clinique avec des gens qui, pour le coup, avaient été opérés ou blessés, ou les deux. Et le système voyait le même type de décalage. Sauf que là, en fait, on avait l'information que la personne elle a été blessée, donc on arrivait à expliquer pourquoi il y avait ces décalages. Et ça a mis en avant en fait la précision et la capacité du système à révéler des choses qui sont pas évidentes à voir à l'œil nu, et en plus à mettre des chiffres dessus. Ça va être intéressant pour effectivement, chaque personne a des morphologies différentes, et encore une fois, moi je suis pas préparateur physique, je suis pas médecin du sport, mais j'ai pu observer quand même pas mal de choses en discutant avec eux. Et on va quand même éviter d'augmenter ces asymétries, essayer d'avoir un cadre en tout cas qui soit bien défini pour suivre en fait l'évolution de différentes pathologies, essayer de les corriger, ou en tout cas essayer de limiter leur impact. Voilà. Ok. C'est assez impressionnant de cette. C'est quoi du coup le moment tu vois là tu nous évoquais cette asymétrie supérieure à 20-30%. Tu vois à quel moment tu vois vous avez dû déterminer un seuil en disant là faut commencer à s'inquiéter sur ce genre de truc. Ouais. Est-ce que c'est spécifique encore une fois à chaque entraîneur de dire moi je tolère 20% d'asymétrie, ou enfin je sais pas si ça peut se mesurer comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est un critère qui reste à la main de l'entraîneur ou l'entraîneuse, ou est-ce que c'est vous qui déposez les seuils Nous, en fait, c'est un travail qu'on fait en commun avec eux. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes en fait, qui ont déjà utilisé l'outil pendant qu'on le développait. Donc, on a acquis en fait, un certain nombre de mesures. Et à partir de ça, on a déterminé des seuils, mais qui sont... comment dire, c'est pas des seuils d'autorité, c'est plus des indicateurs qu'on met pour l'instant pour avoir un peu des pistes et des indices sur ce qu'on a vu dans une population sportive comme norme, entre guillemets. Je mets des gros guillemets là-dessus parce que ça peut beaucoup varier. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une zone dans laquelle on retrouve la plupart des sportifs. Donc quand on va avoir des sportifs qui sortent de cette zone-là, on va dire à l'entraîneur, tiens, on a moins l'habitude de voir ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et voilà, après, effectivement, c'est plus l'entraîneur qui va pouvoir mettre la décision finale par rapport à ce qu'il voit. Mais en tout cas, pour lui, c'est un outil qui lui permet de quantifier des choses qui ne sont pas faciles à mesurer. Okay. Je reviens sur la captation vidéo de tout ça. Aujourd'hui, vous vous basez exclusivement sur juste de l'image prise depuis un iPhone. Il n'y a pas de caméra thermique aussi pour mesurer, je sais pas, l'effort des muscles, ce genre de choses Alors c'est pas la caméra d'un iPhone. Nous, on a un boîtier hardware avec une caméra qui est spécifique, mais qui est assez standard. Enfin, c'est pas une caméra qui est exceptionnelle non plus. Mais effectivement, c'est juste du traitement d'image assez simple. Nous, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre propre hardware. Après, c'est des composants qu'on assemble et puis qu'on ajuste un peu en impression 3D aussi. Pour pouvoir avoir quelque chose qui soit standardisé avec des mesures reproductibles. Donc ça, c'est quand même hyper important quand tu parlais notamment de la précision pour le sport de haut niveau, mais même pour la rééducation. Et voilà, donc il pourrait y avoir d'autres outils qu'on pourrait intégrer. Ce serait intéressant pour aller plus loin, parce qu'en fait, vraiment la vision de l'entreprise, moi c'est ce que je dis souvent en rigolant, mais c'est d'aider les sportifs à atteindre leurs objectifs et à éviter de se blesser. Donc aujourd'hui, on fait avec un boîtier caméra, que ce soit ça ou un hélicoptère, enfin voilà, tant qu'on arrive à atteindre les objectifs, tant mieux. Après, c'est un peu la même question que pourquoi on a choisi les prépas physiques et pas les gestes spécifiques. Il y a déjà énormément de choses à faire pour rendre ces technologies accessibles, qu'on puisse démocratiser son accès, qu'on se concentre là-dessus, et on verra peut-être dans un second temps pour intégrer d'autres technologies et certainement directement faire des partenariats avec d'autres entreprises, parce que ce qui est génial, donc je peux parler d'un collectif dans lequel je suis qui est très dynamique, qui est la Sportec FR, dans lequel on retrouve énormément de startups en fait, qui travaillent sur les technologies du sport. Et pour nous, c'est beaucoup plus simple en fait, de travailler avec eux et de faire en fait, une connexion entre nos outils plutôt que de développer nous-mêmes d'autres facteurs. Mais on peut détecter énormément de choses, c'est passionnant. Même avec la caméra, on peut détecter le rythme cardiaque
Alors, pas le même type de caméra, c'est des caméras beaucoup plus précises. Mais moi, c'est quelque chose pareil qui m'a fait un peu halluciner. C'est en fait en détectant les changements, je crois, de couleur, un peu de manière très précise des vaisseaux sanguins sur le visage. Enfin, il y a plein de choses possibles. Mais bon, comme je disais un peu plus tôt, j'essaie quand même de me concentrer au maximum pour éviter de m'éparpiller parce que sinon, on n'a pas fini. Parce que tu évoquais tout à l'heure l'objectif de s'assurer qu'on travaille le bon groupe musculaire ou la chaîne musculaire, je ne sais plus le terme utilisé. Je crois que ça commence à se voir sur cette série que moi je suis pas sportif. Non, mais attends, moi après je suis avec eux souvent, mais j'apprends beaucoup en fait dans ce travail aussi. Parce que du coup, donc t'évoquais cet objectif-là, de s'assurer que c'est le bon groupe musculaire qui est travaillé. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je pensais à cette caméra infrarouge, de voir en fait peut-être les zones qui s'échauffent plus. Alors avec une caméra, après je vais pas dire de bêtises, mais avec une caméra infrarouge, on va voir en fait ce qui va être lié à la profondeur en fait des volumes plutôt dans l'espace, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir voir quel muscle spécifiquement est travaillé. Il y a des entreprises hyper intéressantes qui font ça. En fait, ils mettent des capteurs directement qui vont détecter, je sais pas si c'est les champs électriques sur le muscle, mais ça va permettre d'isoler en fait les muscles, parce que quand tu prends ton bras ou ta cuisse, il y a plusieurs muscles en fait qui sont connectés, alors en plus aux articulations. Donc la caméra infrarouge, je pense que quand tu parles de ça, il y a la dimension de... Caméra thermique, de thermique, plutôt. Alors ça, je pense que c'est compliqué parce que la répartition de la chaleur dans le corps, et là encore, je m'aventure sur un domaine où je ne suis pas expert, mais ça me paraît compliqué de dire, ok, sur l'ischio-jambier, il fait 1 degré de plus que sur le quadriceps. Mais nous, ce qu'on voit en infrarouge, c'est plutôt dans les kinects, c'est ce qui va permettre de voir en réflexion par rapport aux intensités lumineuses les volumes en fait dans un espace. Voilà. Okay, le corps dans un espace. Donc oui, il y a des outils qui existent. Après, pour les combiner, c'est aussi un peu comme la réflexion par rapport à l'enjeu entre la précision et la praticabilité, le fait qu'on puisse utiliser un outil rapidement sur le terrain. On essaie de trouver le bon enjeu entre ce qu'on peut déployer comme technologie, sa pertinence, ce que ça apporte. Et nous, on s'est vraiment spécialisé sur la partie prépa physique par caméra. On arrive à faire énormément de choses déjà avec ça. Enfin, c'est vraiment, sans vouloir trop en faire, c'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir des informations de rupture par rapport à ce qui existe. Donc, on se concentre un peu là-dessus. Et après, on essaiera de travailler avec d'autres entreprises qui sont plus spécialisées dans ces domaines. Okay. Ce que je comprends de votre solution, c'est que la partie IA, en fait, elle est sur l'analyse de l'image. Pour pouvoir en extraire le mouvement et après voir si ça rentre dans un scope de données acceptables, c'est ça grosso modo? Oui, en gros c'est ça, on utilise l'IA pour faire la captation en fait des articulations. Après on a une partie où on va vraiment venir mettre le mouvement en plusieurs phases et faire passer en fait les informations là-dedans pour pouvoir obtenir les informations qu'on souhaite. Et après on peut ajouter aussi de l'IA pour le traitement de ces données, pour créer des modèles, des patterns qui peuvent éventuellement prédire des performances ou des risques de blessures. Mais évidemment l'IA c'est très très en vogue et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte aussi que derrière il n'y a pas toujours forcément des choses aussi magiques que ce qu'on veut laisser croire. Moi j'ai pas de problème à dire que l'IA on l'utilise pour une partie spécifique, mais franchement une fois qu'on a la captation, le gros du travail ça reste sur bien définir les mouvements, et c'est là qu'en fait l'enjeu il se fait. C'est pour ça que c'est hyper important pour nous d'avoir passé à la fois beaucoup de temps avec les laboratoires qui nous ont permis en fait de travailler sur les meilleures stratégies technologiques, sur comment approcher en fait la captation, et passer énormément de temps en fait avec les sportifs de haut niveau, mais même les utilisateurs on va dire plus classiques, sportifs plus amateurs, pour pouvoir en fait trouver la bonne connexion entre ces technologies, l'utilisation concrète et l'extraction des données qui nous intéressent. Parce que effectivement après des choses qui tournent avec des super technologies d'IA, il y en a plein de laboratoires. Après, pour réussir à faire le pont entre les labos et le terrain, c'est là que c'est pas toujours facile, et nous on essaie de mettre notre énergie. Et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire une boucle vertueuse de toutes ces données que vous avez réussi à collecter et à utiliser, peut-être en améliorant le mouvement du squat, peut-être même en apportant une réponse? Tu évoquais tout à l'heure ce débat de dos droit ou dos rond sur le soulevé de terre. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ces sujets. Et en fait, parce que vous, au final, vous avez quand même une... tu te retrouves... Alors, je sais pas... le but, c'est pas forcément d'évoquer RGPD et autres, mais... nous aussi, tu peux. Enfin, il n'y a pas de souci. vous retrouvez avec
t'as beaucoup de vidéos Ouais. de beaucoup de sportifs différents qui pratiquent le même mouvement. Tu aurais un moyen aussi de te dire, bah, en fait, voilà un peu la façon de le faire. Mhm. Et on remarque que sur ceux qui le font dos rond, on Ouais. a tel type de performance. Ceux qui le font dos droit, on a tel type de performance. Et donc de peut-être de statuer, tu vois, sur ce débat. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, pour nous, c'est vraiment ce qui représente la vision long terme. Et pour moi, la richesse en fait de l'entreprise, c'est effectivement cette collecte de données qui va pour moi pouvoir permettre en fait d'identifier, ok, alors surtout sur je dirais la blessure, ok, on a 200 personnes qui ont eu telle pathologie, on les a suivis pendant 1 an avant. Ce groupe-là a eu telle pratique, ça a mené à tel résultat. Ce groupe-là a eu telle pratique, ça a mené à tel résultat. Ça, c'est ce qui nous, je dirais, c'est ce qui nous excite pour la suite. Parce qu'en fait, effectivement, là déjà, on a quand même un bon nombre d'informations avec des sportifs, mais c'est dans une phase de bêta-test. Il faut encore qu'on collecte beaucoup de données pour pouvoir créer les premiers modèles, après faire des études vraiment scientifiques poussées pour pouvoir arriver à des premières pré-conclusions et conclusions. Mais oui, certainement que ça va pouvoir aider à nourrir la littérature, notre outil et même d'autres outils de la même famille. Après, moi, dans mon opinion personnelle, ce que je vois déjà aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Et en fait, il y a, comme tu disais, tu me parlais un peu avant l'émission, des batailles de clochers. Et je ne sais pas si des fois la manière dont les études sont faites ou la manière dont elles sont défendues permet toujours d'aller vers la vérité, parce que des fois aussi les personnes elles vont utiliser certains paramètres, en occulter d'autres pour pouvoir mettre en avant leur opinion sur un sujet. Il y a aussi un vrai problème avec les réseaux sociaux de personnes qui cherchent à dire des choses disruptives pour avoir de l'attention et qui vont vouloir remettre en question l'existant simplement pour pouvoir exister en fait sur leur plateforme. Donc je sais pas trop. Moi je pense qu'à ce stade, effectivement on va pouvoir fournir un outil qui va être utile. Après, pouvoir sonner la vérité sur ce type de questions, ça reste à voir. Si on peut déjà avoir des informations pertinentes pour apporter un peu de l'eau au moulin. Mais il y a aussi autre chose, c'est que tout ça c'est c'est multifactoriel en fait. Il y a plein de choses qui peuvent amener à ok, est-ce qu'il y a un bon mouvement ou pas. Il y a la morphologie, il y a la pratique, il y a l'intensité de l'entraînement, des techniques. Donc moi, ça me paraît compliqué un jour d'arrêter la vérité là-dessus, parce que c'est des disciplines qui intéressent beaucoup, qui sont en mouvement. Donc, voilà. Parce qu'il y a cette histoire qu'on raconte souvent sur l'évolution du mouvement dans le sport, c'est sur le saut en hauteur. Le jour où il y a ce sportif qui a pensé à enrouler la barre, alors qu'avant les gens sautaient, sautaient face à la barre. Tu vois, ma question en fait, elle est là, c'est à quel point est-ce que parce que tu vois, ça je trouve intéressant dans votre solution, c'est que donc tu mesures le mouvement, tu permets à un coach de dire bah moi je voudrais que le mouvement tu sois dans telle amplitude, sur telle enfin tu vois, donc de donner des conseils aux sportifs ou à la sportive pour améliorer le truc, mais au final ça reste le coach qui décide, le ou la coach qui décide un peu c'est quoi le mouvement parfait. T'es pas dans une IA qui te dit bah en fait non, là il faudrait que tu vois, tu veux courir à telle vitesse, donc il faudrait que ta jambe elle soit plutôt dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là, quoi. En fait, moi je suis quand même assez prudent là-dessus, parce que l'IA ça nous fait tous un peu fantasmer sur sa puissance et sa capacité. Alors je pense qu'effectivement ça va apporter des réponses sur certains sujets si c'est bien utilisé, si c'est bien orienté, et très certainement que ça va apporter des données, réussir à mettre en commun la pratique, mais il faut déjà de 1 que l'outil soit bien diffusé pour qu'on ait une masse de données suffisante, qui soit diffusée dans des groupes qui soient représentatifs de la pratique à ces différents niveaux, enfin voilà. Donc oui, je pense que ça va être possible, mais il faut rester prudent encore une fois, parce que tout ça c'est des choses qui prennent en compte différents facteurs. Et oui, moi c'est mon espoir qu'on arrive à apporter des choses qui vont peut-être révolutionner certaines techniques, parce qu'on va mettre en avant certains avantages d'un mouvement par rapport à un autre. Mais je demande à voir. Alors je suis très excité par tout ce qu'on a déjà vu, mais plus je connais en fait les différentes disciplines sportives et la pratique, plus je me rends compte des variations qu'il y a. Donc ça va certainement arriver à un moment où on pourra trancher sur certains sujets, mais ça va nécessiter beaucoup de temps, je pense. À quel point la technologie est devenue indispensable dans le sport, et à quel point ça reste quelque chose d'humain en fait. Tu vois, à quel point la performance elle est encore uniquement humaine,
C'est... Oui, ben, en fait, moi je trouve que l'humain, c'est quand même hyper important. Alors il y a technologie, mais moi quand je vais dans les centres, il y a, enfin, la technologie, elle est importante. Je vais pas dire c'est juste une partie de l'entraînement, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus présent. Mais en fait, il reste quand même surtout le savoir-faire des entraîneurs, parce que c'est des gens qui bossent pendant des années. Alors des entraîneurs, des préparateurs physiques, des kinés, des ostéos, enfin on rencontre tout un tas de métiers fantastiques en allant dans les clubs de haut niveau. Et en fait, c'est des gens qui ont un savoir-faire qui est irremplaçable, clairement, parce que déjà, alors il y a une partie sur laquelle ils peuvent être aidés par les technologies, mais en fait, ils ont des compétences avec leurs années d'études, leur approche, leur expérience qui leur permet d'amener un sportif vers certains objectifs. Et donc, effectivement, il y a la connaissance théorique et le côté humain est hyper important aussi, parce que quand le sportif est dans une phase de mou, ou au contraire, qui va être dans une phase un peu euphorique, bah, ça va être important de réguler pour éviter de se retrouver dans certaines difficultés, des blessures, ou voilà. Et pour aussi transmettre l'information de manière pédagogique. Ouais. Si tu es un entraîneur qui connaît tout sur le bout des doigts, mais qui te parle comme un chien, je sais pas si ça passe aussi bien que quelqu'un qui va prendre le temps de t'expliquer, de mettre les limites au bon endroit. Donc l'humain, enfin, ouais, il est capital, au moins déjà dans le sport de niveau. Je pense même que pour avoir fait un peu j'ai entraîné un petit peu des amis juste en musculation, quoi. En fait, si tu leur donnes juste les informations de manière bête et méchante, ça va être compliqué pour eux de faire les choses correctement. Alors que si tu arrives à les accompagner et à les mettre dans le bon état d'esprit, dans la bonne approche, dans leur faire comprendre aussi certaines choses, parce qu'au-delà de la technologie, il y a aussi des histoires d'ego, où des fois tu vas dire ouais, non, je suis capable de faire telle performance, du coup tu fais n'importe quoi pour y arriver, tu te mets en danger. Donc là aussi il y a plusieurs paramètres, et moi pour moi l'outil, clairement, il est là pour assister les professionnels. Alors peut-être que dans certains cas, et oui, clairement dans certains cas, notamment pour les particuliers, ça peut permettre à des personnes d'être en autonomie complète, en fait, sur leur entraînement. Mais en tout cas, dans le sport de haut niveau, le staff est capital, quoi. Et parce que tu vois, quand tu parles de ce savoir ancestral des entraîneurs, des préparateurs et compagnie, moi ça me fait penser à l'histoire de Moneyball. Je sais pas si je connais pas du tout. En fait, donc Moneyball, donc c'est un film avec Brad Pitt et Jonah Hill, qui est une histoire vraie. Dans le monde du baseball, il y a, je crois que c'était il y a 30 ans ou 50 ans, les scouts, donc les gens qui allaient repérer les étudiants à recruter, avaient leur façon de faire, leur méthode. Et il y a un gars en fait qui a débarqué, donc, qui est interprété par Jonah Hill dans le cas présent, qui est un mathématicien, il est un statisticien. Et donc il arrive dans cette équipe qui n'a aucun moyen parce qu'elle est en bas de classement. Et il y a le coach, le head coach, qui décide de lui faire confiance. Et en fait, ce personnage-là, encore une fois, c'est une histoire vraie. Bien sûr, ne rencontre absolument aucun joueur, n'a jamais vu les joueurs jouer. Il se base uniquement sur les stats et il dit, du coup, là, nous, dans l'effectif, on a besoin de tant de points à tel endroit, on a besoin de tant de points à tel endroit. Donc il faut prendre machin et il coûte pas cher et compagnie. Et en fait, il s'avère que ça a extrêmement bien fonctionné parce que la première année, ils ont fait ça. Ils étaient en bas de tableau la saison précédente et ils ont terminé en finale l'année d'après. Et l'année où ils ont mis ça en place, et l'année suivante, je crois qu'ils ont gagné le championnat 2 ou 3 années d'affilée. Et en fait, ils ont transformé le sport. Et aujourd'hui, il fonctionne énorme. Enfin, le monde des stats dans le sport US, c'est pas ça fait un moment d'avance là-dessus, totalement. Et donc tu vois, tu nous parles de ces entraîneurs qui ont ce savoir-faire ancestral et compagnie. Alors ancestral, c'est pas forcément le terme que j'utiliserais, c'est plutôt qu'ils ont fait beaucoup d'études et ils ont quand même des méthodes qui sont éprouvées. Mais oui, après peut-être que l'IA peut apporter un point de vue ou un changement de paradigme. Totalement. Enfin, ça, en tout cas, moi, je crois beaucoup que les outils qu'on apporte peuvent aider sur la prise de décision, effectivement, en apportant des données qui sont très difficiles à voir, à mesurer avec d'autres outils. Donc, ça permet d'avoir une vision d'un groupe, par exemple, effectivement, beaucoup plus claire et rapide, et de prendre des décisions objectives sur différents paramètres de jeu. On voit notamment, j'ai vu beaucoup dans le rugby, parce que c'est en fait les technologies comme les GPS que les joueurs portent, que ce soit les footballeurs, les rugbyman. Nous, quand on a commencé, ça commençait à se démocratiser pas mal. On le voyait dans les clubs de rugby, même pas forcément de première division.
Et les entraîneurs, systématiquement, en fait, à la fin des entraînements, ils regardaient les données et ça leur permettait de voir les performances des joueurs. Et ça, effectivement, c'est un changement, ça a un impact dans l'entraînement. Et il y a toujours, on va dire, le flair de l'entraîneur, mais il peut être biaisé, effectivement, il peut y avoir différentes choses. Mais cet apprentissage que lui aussi il a fait, moi je peux dire que c'est un parallèle avec l'IA, parce qu'en fait il voit des sportifs depuis des années, il fait un apprentissage et il élimine en fait les scénarios qui l'intéressent, ceux qui l'intéressent pas. Donc lui il a déjà cette connaissance, mais si effectivement c'est couplé à de la donnée, et là encore ça peut paraître bizarre parce que j'ai une entreprise dans la donnée, mais si il arrive à utiliser les données de manière objective sans que ça occulte non plus sa vision, et des fois l'instinct qui peut permettre alors l'instinct c'est aussi lié à de l'apprentissage, mais qui peut permettre de prendre des décisions intéressantes. Si on a un couplage de ces deux paramètres corrects, effectivement ça donne une puissance que je trouve phénoménale. Et il y a un autre cas aussi en France, il y a pas longtemps, je crois que c'est le club de Toulouse qui a beaucoup utilisé des données, je sais plus si c'est pour le recrutement des joueurs ou l'entraînement, et qui a fait des super scores ces dernières années. Donc moi je pense que c'est clé effectivement, et il faut que ce soit bien utilisé. Faut pas rester que toujours dans les données, parce qu'on peut pas tout voir avec ça, mais effectivement si tu as une approche déjà mathématique sur un certain nombre de points, un boxeur qui frappe 3 ou 4 fois plus fort, c'est Ngannou qui a un coup de poing dévastateur, tu peux le mesurer, ça se voit aussi sur le ring, hein, et donc effectivement quand tu es capable de mesurer ces choses là, tu peux mieux identifier tel ou tel sportif pour mais c'est hyper intéressant. Déjà, si votre solution permet d'anticiper une blessure qui va arriver et de l'éviter, déjà c'est un gain colossal en fait, parce que tu vois les asymétries dont tu parles, j'imagine qu'à l'œil nu il y en a plein qui sont difficiles à identifier. Oui, c'est super difficile, et puis dans la carrière d'un sportif, une blessure ça peut détruire une carrière. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là parce que on parlait de la réathlétisation aussi tout à l'heure, mais en fait tu te blesses, déjà c'est un gros choc à plusieurs niveaux, parce que tu es sur un parcours sportif, ça s'arrête, tu peux plus t'entraîner, tu dois passer sur le billard des fois, te faire opérer 1, 2, 3 fois, t'as la partie rééducation qui peut être assez longue, pendant ce temps-là tu t'es toujours éloigné du terrain, de ce que t'aimes. Après t'as la partie effectivement réathlétisation, tu dois te remettre en forme et t'essaies de revenir. Et puis t'as toute la partie mentale en fait, il faut la peur de se reblesser. Ça, c'est un vrai sujet. Moi personnellement, c'est un truc qui m'a empêché de continuer. Ça m'est arrivé assez tôt en fait, la blessure. Et dans la reprise, j'ai repris l'entraînement, mais j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, de me dire ok, je me suis blessé à cet endroit-là, est-ce que je prends pas un risque en revenant à l'entraînement parce que j'ai eu une fragilité? Mais bon, il n'y a pas de fatalité là-dessus, et ce qui a été démontré en fait par plusieurs sportifs, c'est que tu peux revenir plus fort qu'avant ta blessure, en faisant un bon conditionnement. C'est hyper intéressant de voir que tu peux surmonter ces étapes-là, mais ça nécessite des approches qui sont méthodiques, très sérieuses, et tu peux pas faire semblant, tu peux pas être en boîte 3 fois par semaine et puis espérer revenir de blessure. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est Cristiano Ronaldo, qui est connu pour sa discipline, notamment en musculation depuis qu'il est adolescent. Il joue ce soir en plus face à la France, et en fait oui, c'est un gars qui dure depuis des années. Et tu posais la question tout à l'heure de l'enjeu entre la préparation physique, la partie technique. Moi je pense qu'il a réussi à bien prendre en compte les deux, mais après ça va dans une vision globale, d'aller jusqu'au bout dans l'entraînement, et de se dédier vraiment à son sport, à sa discipline. Et donc tu peux après arriver à revenir de blessure, c'est pas un souci, mais il faut quand même faire les choses correctement, pas prendre ça à la légère. Oui, pour terminer cette discussion, c'est vrai que le mindset de sportif de haut niveau est quand même assez exceptionnel. Enfin, tu parlais effectivement de Ronaldo. Moi, il y a le cas de Kobe Bryant, qui avait cet entraînement où il expliquait qu'il fallait qu'il fasse 100 tirs consécutifs avant de commencer sa préparation physique. En fait. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, il fallait qu'il en fasse 100 d'affilée avant de commencer à s'entraîner réellement. C'est-à-dire que c'est quand même c'est une mentalité qui est impressionnante. Moi, je suis super content en fait de travailler au contact de ces personnes-là, parce qu'ils sont hyper inspirants. Ils repoussent les limites de ce qui est possible humainement dans l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect mental. Je crois qu'il y avait aussi une histoire je crois que c'était Mohamed Ali qui comptait ses répétitions, qu'à partir du moment où il commençait à galérer un peu, ça lui faisait mal. Mais
En fait, oui, tu l'as mentionné, il y a l'aspect mental qui est hyper important parce que quand tu commences à être fatigué, quand tu peux avoir un coup de mou, de la démotivation, bah, c'est là que tu fais la différence. Parce que sur le sport, et je prends le cas de la musculation, c'est assez juste en fait comme discipline. Si tu arrives à être régulier, discipliné, les résultats, normalement, tu les as. Et ça, c'est le mental qui permet de t'y amener avec une certaine discipline. Et en passant certaines phases difficiles, ça peut être les blessures aussi. Ouais. Et là, comment surmonter ça ? Il faut essayer de bien accompagner. On a de la chance quand même pour les sportifs parce que c'est des sujets qui étaient peut-être un peu tabous il y a encore 10-20 ans. Et maintenant, il y a de plus en plus de préparateurs en fait, sur l'aspect mental. Et voilà, c'est hyper intéressant. Ouais, carrément. Top. Merci beaucoup, Paul, pour toute cette discussion. J'aurais une dernière question pour toi, qui est une des questions rituelles du podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Un contenu, je sais pas particulièrement, mais bon, ce soir il y a le match, ça va être intéressant à regarder. Alors du coup, on va être diffusé dans 4 semaines par rapport, donc les gens ne pourront pas voir ce match-là. Mais écoute, non, j'ai pas d'idée particulière sur du contenu à diffuser. Voilà. Un dernier film que tu as vu qui t'a plu, ou une dernière série une série que tu es en train de mater qui t'a plu? Un truc que j'ai bien aimé, c'était le film, je crois que ça s'appelle The Big Short, sur la crise des subprimes. Hyper intéressant de voir un peu l'arrière-plan de ce truc qui nous est tombé dessus. Moi, j'étais encore très, très jeune quand c'est arrivé, mais c'est intéressant de voir à quel point des choses qu'on voit pas forcément, qu'on comprend pas forcément, peuvent avoir un impact hyper important sur toutes nos vies. Donc, ce qui rejoint un peu ton travail avec ces signaux faibles qui peuvent amener à des choses catastrophiques. Effectivement. Canon. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, donc c'est effectivement les JO en ce moment. Au travers de cette série, on découvre un peu le monde des technos autour du sport. Ce qu'il faut en retenir, en tout cas, je pense, c'est que faut faire du sport, faut bouger, faut s'activer. Il y a plein de sports différents qu'on peut tous pratiquer en fonction de son temps, de ses moyens, de ses capacités physiques. Enfin bref, faites-vous plaisir, faites du sport, gardez-vous en bonne santé, c'est important et ça fait du bien au moral. Moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.